Ma mère m'a expulsé de mon propre bureau pour le donner à mon frère. Tu peux travailler au sous-sol, a-t-il ricané. J'ai simplement hoché la tête, d'accord. J'ai déménagé en silence. Le lendemain matin, les appels ont commencé. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des textos, nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi, et ont continué à m'appeler sans arrêt. Je m'appelle Léa. J'ai 28 ans. Et il y a quelques nuits, ma propre mère a posé ses mains sur mon bureau et l'a littéralement poussé loin du mur pour que mon frère puisse installer sa caméra. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé. Elle l'a juste dit comme une décision qui avait déjà été signée et tamponnée. Nous lui donnons cette pièce pour son studio. Tu peux travailler au sous-sol. Mon frère, Théo, était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, regardant mes écrans s'éteindre comme si c'était un spectacle. Il a ricané et a ajouté, « Tu seras bien là en bas, non ? Moins de distraction. » Il l'a dit comme une blague, mais il pensait chaque mot. Cette pièce était mon bureau, l'espace que j'avais construit pièce par pièce pour pouvoir travailler à distance en tant que designer et payer les factures qui faisaient tourner cette maison. Je l'ai juste regardé fixement, puis elle, et tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « d'accord ». Pas de cris, pas de scène. J'ai emballé mon ordinateur portable, mon disque dur et quelques affaires que je pouvais transporter en un seul voyage. Je suis passé devant eux et j'ai descendu directement les escaliers comme si j'allais au sous-sol, exactement comme ils le voulaient. Ils n'avaient aucune idée que lorsque j'ai dit « d'accord », ce que je voulais vraiment dire était « c'en est fini pour moi ». Cette nuit-là, j'ai déménagé en silence. J'ai changé plus que l'endroit où se trouvait mon bureau. Et dès le lendemain matin, les appels ont commencé. Puis les textos, nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. S'il te plaît, décroche. Ils m'ont appelé sans arrêt, comme si j'étais soudainement la seule personne au monde qui savait comment empêcher leur vie de s'effondrer. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque la personne que votre famille tient pour acquise s'en va enfin, restez avec moi, car la façon dont ils m'ont supplié de revenir pourrait vous faire reconsidérer à quel point vous laissez les gens vous utiliser. En grandissant, j'ai toujours su que ma famille était un peu déséquilibrée. Mais je n'ai réalisé à quel point c'était grave que lorsque l'argent est entré en jeu. J'étais l'enfant qui veillait tard pour finir ses projets, qui codifiait ses notes par couleur, qui se souciait vraiment des notes. Théo, mon jeune frère, était celui que tout le monde disait sensible et créatif, ce qui signifiait apparemment que les règles se pliaient simplement autour de lui. Quand j'ai été accepté dans une bonne école de design grâce à une bourse, ma mère, Sylvie, m'a fait un rapide câlin dans la cuisine et a dit « C'est super, ma chérie. Tu as toujours été responsable. » Quand Théo a réussi un cours en ligne pour lequel il avait à peine fait les devoirs, elle a commandé un gâteau personnalisé à la boulangerie du coin et l'a publié sur Facebook comme s'il avait guéri une maladie. J'ai appris très tôt à ne pas m'attendre à des confettis quand je faisais quelque chose de bien. Après mes études, alors que le loyer à Paris intramuros était pratiquement de 2800 € par mois pour une chambre de bonne, retourner vivre chez nous à Montreuil semblait être le seul choix financièrement sensé. Je me suis dit que ce serait temporaire, juste le temps de me constituer des économies grâce à mon emploi en design d'expérience utilisateur et à mon travail de pigiste. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai glissé dans ce rôle de banque, de support technique et de solutionneuse de problèmes non officiels du foyer. Et personne d'autre que moi n'a remarqué le changement. Cela a commencé modestement. Le salaire de maman était insuffisant un mois et la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude, alors je l'ai couverte. Puis le Wi-Fi a été amélioré pour que Théo puisse diffuser en continu avec moins de décalage. Et d'une manière ou d'une autre, le nouveau forfait a fini sur ma carte. Puis Netflix, Spotify, le forfait téléphonique partagé, les courses supplémentaires pour toutes les soirées de plats à emporter que nous justifions comme du temps en famille. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Je gagne plus. C'est ce qu'on fait quand on aime les gens. Mais chaque fois que ma carte renouvelait automatiquement un abonnement sans lequel aucun d'eux ne survivrait une semaine, je sentais ce petit pincement au cœur. Quand Théo a décidé qu'il allait devenir un créateur de contenu, maman en a parlé comme si elle annonçait un plan de carrière, pas un caprice. Il a besoin d'un petit coup de pouce, a-t-elle dit. Il a du potentiel. Il a juste besoin de soutien. Le soutien signifiait que j'ai payé 550 € pour un cours de créateur TikTok qu'il n'a jamais terminé.
Le soutien signifiait que je lui ai commandé des anneaux lumineux et des trépieds pour téléphone sur Amazon pour sa chaîne. Le soutien signifiait que je me suis réveillé à 2 heures du matin pour réparer l'Internet quand il se coupait pendant ses diffusions de jeux nocturnes parce qu'il testait des configurations. Pendant ce temps, mon propre travail, le travail qui rapportait réellement de l'argent, se déroulait tranquillement en arrière-plan. J'ai transformé cette petite pièce à l'étage supérieur en un vrai bureau parce que personne d'autre ne s'en souciait. J'ai dépensé mes propres économies pour un bureau digne de ce nom, une chaise ergonomique, un deuxième moniteur, une tablette graphique et un éclairage pour ne pas avoir l'air à moitié morte lors des appels avec les clients. J'ai épinglé des maquettes fonctionnelles au mur, griffonné des notes sur des pense-bêtes et construit une véritable carrière dans cet espace. Ce bureau était la différence entre moi qui peinais à joindre les deux bouts et moi qui décrochais de plus gros contrats, des augmentations, de meilleurs clients. Mais chaque fois que maman en parlait, elle disait, « Léa a de la chance de pouvoir travailler à la maison. » De la chance. Comme si tout m'était tombé du ciel, et que je ne m'étais pas démené pour y arriver. En même temps, elle parlait de Théo comme s'il était à une vidéo virale de changer toutes nos vies. Elle ne m'a jamais demandé une seule fois combien d'heures je passais à itérer sur une interface ou à corriger des bugs que quelqu'un d'autre avait ignorés. Elle ne remarquait que lorsqu'une facture était due et que, miraculeusement, elle était payée. J'avais ce décompte dans mon application de notes, juste pour moi. Le loyer que je lui donnais chaque mois. Les charges que je couvrais quand elle était à court. Les abonnements auxquels j'avais oublié m'être inscrite parce que tout le monde les utilisait. Les courses. Les plats à emporter. Les Uber pour elle quand elle n'avait pas envie de prendre le métro. Les Uber pour Théo quand il avait un entretien d'embauche à moitié préparé auquel il ne s'est jamais rendu. Chaque fois que je mettais cette liste à jour, le chiffre en bas devenait plus laid. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler ça de l'entraide familiale. J'ai commencé à appeler ça moi qui perdais discrètement de l'argent pour qu'il puisse prétendre que tout allait bien. Le pire, c'est qu'ils croyaient vraiment être ceux qui avaient le plus de difficultés. Théo soupirait sur la difficulté de percer en tant que créateur, tout en étant assis dans la pièce que je payais pour chauffer et en faisant défiler les baskets qu'il voulait. Maman se plaignait de la hausse des prix, et je me mordais la langue au lieu de souligner que mon nom figurait sur la moitié des comptes qui rendaient sa vie confortable. Je savais, logiquement, que j'avais laissé cette situation s'installer. J'avais dit oui trop de fois. J'étais intervenu avant même qu'ils n'aient à subir les conséquences de leur propre choix. J'ai aplani toutes les difficultés. Et parce que je continuais à le faire, ils ont supposé que je le ferais toujours. C'était la dynamique. C'était le scénario. Léa s'en chargera. Léa paiera. Léa réparera. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il me chasse de la pièce même qui rendait tout cela possible. La nuit où ma mère m'a expulsé de mon propre bureau, quelque chose en moi a finalement cessé de leur trouver des excuses et a commencé à poser la seule question que j'avais évitée pendant des années. Que arriverait-il vraiment si je ne m'en chargeais pas cette fois? Cette question ne me laissait pas tranquille. Elle me suivait sous la douche, dans mes rêves, dans les moments calmes entre les réunions quand ma caméra était éteinte et que mon sourire disparaissait. Que arriverait-il si je ne réparais pas ça cette fois? Cette nuit-là, après que ma mère m'ait dit de prendre le sous-sol, j'étais allongé sur mon lit à regarder le plafond, mon ordinateur portable ouvert, mais mes fichiers Figma intacts. À la place, j'ai ouvert Se Loger. J'ai tapé « Studio Vincennes Primax » et j'ai lancé la recherche comme si je faisais juste du lèche-vitrine. Je me suis dit que j'étais seulement curieuse. Les chiffres des loyers me nouaient encore l'estomac. Mais pour la première fois, ils ne semblaient pas complètement impossibles. J'avais des économies. Pas une fortune, mais assez. J'ai fait défiler des boîtes sombres et déprimantes et des annonces douteuses jusqu'à ce qu'une attire mon attention. Un petit studio dans un quartier calme de Vincennes avec une grande fenêtre donnant sur la rue et juste assez d'espace mural pour un bureau et des étagères. Les photos montraient la lumière du soleil sur des planchers en bois et une minuscule cuisine avec des armoires blanches. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais en faisant défiler les photos, je pouvais déjà voir où irait mon moniteur, où je collerais mes maquettes fonctionnelles, où je mettrais une plante en prétendant être le genre de personne qui se souvient de l'arroser. J'ai vérifié le prix 3 fois, 1200 € par mois. Élevé, mais pas impensable. Quand j'ai additionné ce que je gagnais et ce que j'arrêterais de saigner pour tout le monde, j'ai regardé le total dans mon application de notes, celle qui suivait ce que j'avais investi dans cette maison et j'ai réalisé qu'en un an,
j'avais déjà payé l'équivalent de plusieurs mois de ce studio, mais sans rien avoir à montrer qui m'appartenait réellement. Le lendemain matin, j'ai dit à maman que j'avais une réunion tôt dans les bureaux d'un client à Vincennes. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Quelqu'un là-bas était sur le point de décider de mon avenir. J'ai pris le métro, serrant un dossier avec mes fiches de paie et ma carte d'identité, mon cœur battant comme si j'allais à un entretien. Quand la propriétaire, une femme plus âgée aux yeux bienveillants et à la voix directe, a ouvert la porte, l'endroit était encore plus petit qu'il n'en avait l'air en ligne, mais il était propre. Il était calme. Et surtout, il était à moi si je le voulais. Nous nous sommes assis au petit comptoir qui servait de table à manger pendant qu'elle passait en revue le bail. « Vous travaillez à domicile ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Designer d'expérience utilisateur. J'ai juste besoin d'un bon internet et d'un endroit pour mettre un bureau. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Nous ne tolérons pas les fêtes, a-t-elle dit. Pas de musique forte, pas de drame. J'ai failli rire. C'est exactement ce que j'essaie de fuir. Quand elle a fait glisser le bail vers moi, ma main a tremblé une seconde. Mon cerveau m'a jeté toutes les peurs à la fois. Et si ton travail se tarit? Et si c'est irresponsable? Et si ta famille te déteste? Puis une autre pensée a traversé tout ça. Ils te traitent déjà comme si tu leur devais toute ta vie, et ils n'ont quand même pas hésité à te mettre dehors. J'ai signé. J'ai transféré le premier mois et la caution. 3 000 € disparaissant de mon compte en un clic. Ça faisait mal, mais ça semblait aussi propre. Ce n'était pas comme jeter de l'argent dans un puissant fond de factures et d'excuses. C'était construire quelque chose pour moi. Dans le métro du retour vers Montreuil, je n'arrêtais pas de toucher la nouvelle clé dans ma poche, ce petit carré de métal qui signifiait que j'avais enfin une issue. Quand je suis entré, Théo était sur le canapé, criant dans son casque à un jeu quelconque, les assiettes des plats à emporter de la veille encore sur la table basse. Maman était au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone, se plaignant à voix basse du prix des courses. Personne n'a demandé comment s'était passée ma réunion avec le client. Personne n'a remarqué le changement. C'était bien. Cela a en fait rendu ce que j'ai fait ensuite plus facile. J'ai commencé modestement. Ce soir-là, quand ils ont demandé ce qu'on devrait commander pour le dîner, j'ai dit que j'avais déjà mangé. Le lendemain, quand maman m'a envoyé un texto pour ajouter des choses à la livraison de courses, j'ai répondu « Je ne peux pas couvrir de suppléments cette semaine. Mon budget est serré. » C'était la première fois que je disais non depuis des années. Il y a eu une pause, puis juste un emoji pouce levé. Le Wi-Fi a eu un problème pendant l'une des diffusions de Théo et il est monté en trombe à mon bureau ou ce qui était encore techniquement mon bureau pour quelques jours de plus. Et Léa, tu peux redémarrer le routeur? Il refait son truc. J'ai regardé mon écran, le prototype que je testais à ce moment-là. J'ai une échéance, ai-je dit sans le regarder. Tu peux te débrouiller. Il est resté là une seconde comme s'il n'avait jamais entendu ces mots de ma part. Finalement, il a marmonné quelque chose et est redescendu en tapant des pieds. Le monde ne s'est pas arrêté. Quelques nuits plus tard, quand maman a mentionné qu'elle avait besoin d'un Uber pour un service matinal parce qu'elle ne voulait pas s'embêter avec le métro, je lui ai dit que je ne pouvais pas le mettre sur mon compte cette fois-ci. Demande peut-être à Théo ou prends le train. Elle m'a regardé comme si je venais de parler une autre langue. Ça va, a-t-elle demandé. Tu aides toujours. J'ai forcé un sourire. J'essaie juste d'être plus intelligente avec mon argent. Cela semblait si désinvolte à voix haute, mais à l'intérieur, c'était comme déchirer un vieux scénario. Chaque nom que je disais rendait le suivant un peu plus facile à dire. En coulisses, j'ai commencé à déménager des morceaux de ma vie hors de cette maison. La première chose qui est partie était mon disque dur externe avec tous mes fichiers clients. Puis mes carnets de croquis, mes stylos préférés, une pile de vêtements que je pouvais mettre dans un sac de sport. Je leur ai dit que je faisais du tri, que j'emmenais des choses à un garde-meuble, que je déposais des affaires chez une amie. Rien de tout cela n'était techniquement un mensonge. Le garde-meuble se trouvait juste être mon nouveau studio. Je terminais ma dernière réunion de la journée, fermais mon ordinateur portable, puis le glissais dans mon sac à dos au lieu de le laisser sur le bureau. J'ai descendu mon moniteur un week-end sous prétexte qu'il faisait des siennes et que je voulais le faire vérifier.
Petit à petit, mon bureau est devenu moins mon espace et plus juste une pièce. Ils étaient trop concentrés sur la prochaine idée de Théo pour sa chaîne et sur l'horaire des heures supplémentaires de maman pour remarquer à quel point les étagères se vidaient. La nuit, après qu'il se soit couché, je faisais des allers-retours discrets vers Vincennes, transportant des boîtes en bas des escaliers, une charge à la fois, pour que les vieilles marches ne grincent pas trop. Chaque fois que je déverrouillais cette nouvelle porte et entrais dans le studio silencieux, je sentais mes poumons s'ouvrir un peu plus. Je posais une boîte, regardais les murs nus et l'écho de mes pas, et je pensais, c'est ici que j'arrête d'être la personne qui répare tout pour tout le monde d'abord. Je ne leur avais pas encore dit que je partais. Je voulais que ma sortie soit prête avant de prononcer les mots. Si ma mère pouvait décider que je n'avais plus droit à l'espace qui finançait leur vie lors d'une simple conversation à table, alors je pouvais décider en silence que j'en avais fini de le financer. Au moment où ils ont officiellement transformé mon ancien bureau en studio pour Théo avec son anneau lumineux bon marché et ses boîtes de baskets empilées dans le coin, presque tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. Ce qu'ils expulsaient réellement n'était pas seulement un bureau. C'était le dernier levier qu'ils avaient, sans même le savoir. Tout a vraiment éclaté quelques semaines plus tard. À ce moment-là, la plupart de mes affaires importantes étaient déjà à Vincennes, mais je dormais encore dans ma vieille chambre, prétendant toujours que rien n'avait changé. Un samedi après-midi, je suis rentré après avoir pris un café et j'ai remarqué que quelque chose clochait en passant devant la porte de ce qui était mon bureau. La pièce était ouverte, la lumière entrait, la voix de Théo s'échappait alors qu'il parlait à son téléphone, testant des angles. Je suis entré et mes yeux sont allés directement à l'endroit vide où se trouvait ma chaise ergonomique. La chaise pliante bon marché du sous-sol était là à la place, vacillant sous Théo alors qu'il ajustait son trépied. Mon estomac s'est noué. Et, où est ma chaise, ai-je demandé, même si je savais déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Théo a à peine jeté un coup d'œil en arrière. Maman l'a vendue, a-t-il dit. On avait besoin d'argent pour mon micro. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis retourné, j'ai marché directement vers la cuisine et j'ai trouvé maman en train de rincer la vaisselle comme un jour ordinaire. Où est ma chaise, ai-je répété. Elle n'a même pas levé les yeux au début. Oh, ça, a-t-elle dit. Je l'ai mise sur le bon coin. On en a eu 225 €. Théo avait vraiment besoin d'un micro correct s'il veut prendre ça au sérieux. On te trouvera autre chose pour le sous-sol. La tienne était de toute façon démesurée. Je l'ai juste regardée fixement. Cette chaise n'était pas un meuble quelconque. Je l'avais achetée avec ma prime quand mon équipe avait lancé une grosse fonctionnalité. Je l'avais choisie après des semaines de maux de dos, m'asseyant dessus dans la salle d'exposition en m'imaginant enfin travailler comme une vraie professionnelle au lieu d'être penché sur une table de cuisine. Tu l'as vendue, ai-je dit lentement, sans me demander. Elle a haussé les épaules, croisant enfin mon regard avec ce mélange agaçant de confusion et d'ennui, comme si j'étais celle qui n'était pas raisonnable. Léa, ce n'est qu'une chaise. On partage les choses dans cette maison. On avait besoin d'argent. Théo avait besoin d'équipement. Tu peux t'asseoir sur littéralement n'importe quoi et travailler. Tu es jeune. Ça ira. Quelque chose en moi est devenu très silencieux à ce moment-là. Pendant des années, j'avais essayé d'expliquer mon point de vue, de justifier mes dépenses, de leur rappeler gentiment ce que j'apportais. Ça n'a jamais marché. Mais là, en écoutant ma mère parler d'une chaise que j'avais achetée avec mon propre salaire comme si c'était juste un bien commun qu'elle pouvait monnayer pour le prochain passe-temps de Théo, j'ai réalisé que la discussion était terminée. Tu ne l'as pas partagée, ai-je dit. Tu l'as vendue. Et tu n'avais pas besoin d'argent. Tu avais encore besoin de mon argent. Sa mâchoire s'est crispée. Ne commence pas, Léa, a-t-elle prévenu. Nous sommes tous sous pression en ce moment. Tu sais à quel point tout est cher, et Théo essaie de construire quelque chose. Il a besoin de soutien. Le voilà encore. Ce mot, soutien. Toujours à sens unique. J'ai hoché lentement la tête. Tu as raison, ai-je dit. Tout est cher. C'est pourquoi certains d'entre nous paient plus que leur part depuis des années. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis approché du comptoir, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes que je mettais à jour depuis des mois. J'ai fait défiler, puis j'ai tourné l'écran vers elle. Voilà ce que ça veut dire. Loyer, charges,
courses, abonnements, Uber, le cours de Théo, son matériel. La moitié des choses que tu ne te souviens même pas m'avoir demandé de couvrir. J'ai regardé ses yeux parcourir les chiffres, sa bouche se serrer en une ligne fine. Ça ne peut pas être juste, a-t-elle dit faiblement. C'est exagéré. Les totaux sont insensés. Les temps étaient durs, mais pas à ce point. J'ai tapoté l'écran. Capture d'écran, relevé bancaire, reçu. Tout est là. Tu peux regarder chaque ligne si tu veux. Théo est arrivé dans l'embrasure de la porte à mi-chemin, une manette encore à la main. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé. C'est à propos de la chaise. Maman, je t'avais dit qu'elle allait péter un câble. Elle est tellement dramatique pour tout. Je me suis tourné vers lui. Tu penses que je suis dramatique? Tu as vendu ma chaise pour acheter un microphone pour tes vidéos TikTok. Un microphone que tu t'attends sûrement à ce que j'aide à payer quand quelque chose tournera mal avec la commande. Il a levé les yeux au ciel. Détends-toi. Ce n'est pas si grave. On est une famille. On partage. Ce bureau n'était qu'une pièce. Tu agis comme si tu avais construit un hôpital là-dedans. Un rire m'a échappé, sec et sans humour. Tu as raison, ai-je dit. C'était juste une pièce. Une pièce où je faisais le travail qui a maintenu cette famille à flot pendant que tu joues à l'influenceur et que maman prétend qu'on peut tout se permettre parce que de l'argent magique apparaît chaque mois. Maman est intervenue rapidement, sa voix montant. Ça suffit, Léa. Tu es irrespectueuse. On fait tous de notre mieux. Théo essaie de trouver sa voie. Tu as toujours été la responsable. Tu peux en supporter plus. C'est comme ça. Le voilà. Le scénario. Tu peux en supporter plus. Traduction, tu en supporteras plus parce que nous ne voulons pas le faire. J'ai senti mon visage se glacer. Non, ai-je dit. C'est comme ça que c'était avant. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, soudainement lasse de toute cette conversation. Je parle du fait que je déménage ce week-end. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il ne m'avait peut-être pas entendu. Puis maman a ri, un son court et incrédule. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas simplement déménager. Où irais-tu? Tu sais à quel point le loyer est cher. Tu ne réfléchis pas. Théo a reniflé. Bien sûr que si, a-t-il marmonné. Tu es en colère pour une chaise dans une pièce, alors tu vas t'enfuir et tout empirer. Je les ai regardés tour à tour, me sentant étrangement calme. Vous m'avez expulsé de mon bureau sans une seconde de réflexion, ai-je dit. Vous avez vendu mes meubles sans demander. Vous avez pris mon argent, mon temps, mon énergie comme si c'était dû. Et vous ne vous êtes jamais arrêté pour penser à ce qui arriverait si j'arrêtais de donner. J'ai un endroit où aller. J'ai un bail. J'ai déménagé mon lit et le reste de mes affaires le samedi. Le visage de maman est passé par l'incrédulité, la colère et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle dit doucement. On a besoin de toi ici. Tu aides pour tout. Tu sais qu'on dépend de toi. J'ai hoché la tête. Je sais. C'est pour ça que je le fais. Parce que tant que je suis là, rien ne change. Théo a ricané. Tu essaies juste de nous punir. Tu reviendras. Tu reviens toujours. Peut-être que c'était vrai par le passé. Pas cette fois. Je suis passé devant eux, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit d'autre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché une agence de location de véhicules utilitaires. Mon pouce a plané sur l'écran pendant une demi-seconde. Puis j'ai choisi la date, l'heure, la taille du camion dont j'avais besoin. Quand la confirmation est arrivée, j'ai senti ce étrange mélange de terreur et de soulagement m'envahir. En bas, j'entendais maman et Théo se disputer à voix basse, les mots étouffés par le plancher. Pour une fois, je n'ai pas fait d'effort pour les comprendre. Ils avaient pris leur décision à la seconde où ils avaient choisi son anneau lumineux plutôt que ma chaise, son studio plutôt que mon bureau. Je prenais juste enfin la mienne. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. Toute la semaine,
maman a agi comme si mon annonce avait été une explosion sur le coup de l'émotion. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Une fois que tu seras calmé, on parlera de réaménager le sous-sol » ou « On pourra te trouver une nouvelle chaise éventuellement ». Comme si m'acheter une chaise de bureau d'occasion effacerait le fait qu'elle avait vendu celle que j'aimais sans demander. Théo m'a surtout évité, à l'exception de quelques commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'allais vraiment foutre tout le monde dans le pétrin, parce que je m'étais énervé pour des meubles. Je ne me suis pas expliqué à nouveau. J'ai juste travaillé, fait mes cartons et regardé l'horloge. Samedi matin, le camion de location s'est garé devant la maison pile à l'heure. Je suis resté sur le trottoir une seconde avec les clés à la main, sentant les voisins regarder par leurs rideaux. Maman a ouvert la porte avec ce sourire fragile, comme si elle pensait encore pouvoir me faire changer d'avis si elle disait juste la bonne chose. « Tu as vraiment loué un camion ?» a-t-elle dit. « Tu es si extrême. Tu n'as aucune idée de la difficulté de la vie dehors. » J'ai porté la première boîte en passant juste devant elle sans répondre. Mon matelas, les tiroirs de ma commode, le reste de mes vêtements, la lampe bon marché que j'aimais bien, les choses que j'avais intentionnellement laissées derrière pour qu'ils remarquent leur disparition. Pendant tout ce temps, la maison semblait étrangement silencieuse, pas de musique des haut-parleurs de Théo, pas de télévision, juste le son de mes pas et le frottement des meubles sur le bois. À un moment donné, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris une feuille de papier d'imprimante dans le tiroir. Assise à la table où nous avions mangé une centaine de dîners à emporter que j'avais payés, j'ai écrit en haut en grosses lettres, CEQLE accent aigu AAPAY accent aigu au cours des 12 derniers mois. Puis j'ai commencé à lister le loyer que je donnais à ma mère chaque mois, avec le montant exact en euros. L'électricité et le gaz que je couvrais quand elle était à court. Le forfait Wi-Fi. Netflix, Spotify, tous les petits abonnements que tout le monde utilisait sans y penser. Les courses et les commandes en livraison. Le cours de créateur à 550 € de Théo. Les anneaux lumineux, les trépieds, les accessoires, indispensables. Les Uber pour maman quand elle ne se sentait pas en sécurité pour prendre le métro la nuit. Pour Théo quand il avait des entretiens d'embauche ou des événements de réseautage, auxquels il ne donnait jamais suite. À côté de chaque catégorie, j'ai écrit le total pour l'année, puis j'ai tracé une ligne en bas et j'ai tout additionné. 16 500 € et des poussières. J'ai fixé ce chiffre pendant une longue seconde. C'était presque une année entière de loyer dans mon nouvel appartement. J'ai attrapé un aimant et j'ai plaqué le papier sur la porte du réfrigérateur où personne ne pourrait le manquer. Maman est entrée juste au moment où je reculais. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en tendant la main. J'ai bougé plus vite et j'ai aplati ma main sur le papier. « Tu peux le lire ?» ai-je dit. « Tu ne peux juste pas l'enlever. » Théo est entré derrière elle, pieds nus, bâillant comme un samedi ordinaire. Ses yeux se sont posés sur le camion dehors, puis sur le papier. Le visage de maman est devenu pâle en parcourant les chiffres. « C'est exagéré » a-t-elle marmonné. « Tu fais paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Personne ne t'a demandé de faire tout ça. » J'ai ri sous cape. « Tu n'as pas eu à demander. Chaque fois que tu as dit « Je suis un peu à court ce mois-ci » ou « Peux-tu juste le mettre sur ta carte et je te rembourserai », c'était toi qui demandais. Tu n'as juste jamais tenu la deuxième partie de la promesse. Théo a froncé les sourcils en voyant son nom. Tu n'étais pas obligé d'écrire mes affaires là-dessus, a-t-il dit. Tu essaies de me mettre dans l'embarras. J'ai secoué la tête. Non, j'essaie d'être clair. Vous n'arrêtez pas de vous dire que nous luttons tous de la même manière. Ce n'est pas le cas. J'ai posé le stylo et je les ai regardés tous les deux. C'est le dernier mois que je paierai pour cette maison. Maman a ouvert la bouche comme si elle avait quelque chose de tranchant à répliquer, mais rien n'est sorti. Théo avait juste l'air en colère et mal à l'aise, ce qui, honnêtement, était la première fois que je le voyais ressentir autre chose que de l'arrogance depuis un moment. J'ai chargé la dernière boîte, puis je suis monté une dernière fois pour vérifier que je n'avais rien oublié d'important. Ma vieille chambre semblait étrangement vide. Le cadre de lit et quelques objets divers resteraient. Je les ai laissés exprès. Je voulais qu'il y ait un espace vide là où ma vie se trouvait. Quand j'ai descendu mon oreiller, maman se tenait près de la porte, agrippant le bord comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Léa, s'il te plaît » a-t-elle dit doucement. « Réfléchis-y. On a besoin de toi ici. On ne peut pas se permettre que tu partes comme ça. »
J'ai marqué une pause, une main sur la poignée de porte. Vous auriez dû penser à ce que vous pouviez et ne pouviez pas vous permettre avant de me pousser hors de la pièce qui payait pour tout ça, ai-je dit. Je ne fais pas ça pour vous faire du mal. Je le fais parce que rester ici est en train de me tuer. Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu es dramatique. Tu reviendras. Tu reviens toujours. Peut-être, ai-je dit. Mais si je le fais, ce ne sera pas en tant que votre salaire. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis monté dans le siège conducteur du camion. En m'éloignant du trottoir, je les ai vus dans le rétroviseur, debout sur le perron. Maman avait les bras enroulés autour d'elle, et Théo n'arrêtait pas de regarder du camion au papier sur le réfrigérateur à travers la fenêtre de la cuisine. Pendant une seconde, la culpabilité m'a tordu le cœur comme toujours. Puis j'ai imaginé mon nouveau studio, la lumière du soleil sur le sol, la clé dans ma poche, et j'ai continué à conduire. Ce soir-là, j'ai déballé autant que mes bras endoloris le permettaient, j'ai préparé un dîner bon marché dans ma petite cuisine et je me suis assise par terre au milieu de boîtes à moitié ouvertes. Mon téléphone a vibré quelques fois avec des textos d'amis, une notification de ma banque pour la facture de location, rien de ma famille. Le silence était presque sinistre, mais c'était aussi la preuve que j'étais enfin seul. Je me suis endormi sur un matelas par terre, épuisé, mais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait si fort qu'il a failli glisser de la table de chevet. L'écran de verrouillage était un mur d'appels manqués de maman et Théo, et une douzaine de notifications empilées les unes sur les autres. Pendant une seconde, mes vieux instincts ont refait surface. Quelque chose doit être grave. Quelqu'un doit être blessé. J'ai attrapé le téléphone et j'ai ouvert les messages. Le premier texto de maman était simple, appelle-moi. Puis, tu as changé les mots de passe. On ne peut se connecter à rien. La facture Internet est due et elle est plus élevée que je ne le pensais. S'il te plaît, règle ça. Puis, nous ne pouvons pas nous le permettre sans toi. S'il te plaît, réponds à ton téléphone. Les messages de Théo étaient plus frénétiques et moins polis, mec, le Wi-Fi est coupé. Je ne peux pas diffuser. Tu l'as coupé exprès. Puis, sérieusement, Léa, rien de tout ça n'est drôle. Maman panique. On ne peut pas payer toutes ces factures sans toi. Mon téléphone a recommencé à sonner, le nom de maman clignotant sur l'écran. Il a vibré et vibré, la vibration remplissant le petit studio. Je suis resté assise là, dans le calme, à regarder son nom, les textos de Théo empilés en dessous. Pendant des années, chaque fois que ce téléphone s'allumait avec leur crise, je laissais tout tomber pour la résoudre. Je répondais depuis des réunions, des rendez-vous, même pendant mes jours de maladie, car si je ne le faisais pas, tout s'effondrerait. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et je l'ai laissé faire. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai pris une grande inspiration et je me suis fait une tasse de café pendant qu'il vibrait. Il m'avait expulsé de mon propre bureau comme si j'étais facultative, comme si mon travail et mes limites n'avaient pas d'importance. Moins de 24 heures plus tard, il me suppliait de revenir parce qu'il ressentait enfin le coup de ce choix. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque la personne qui tient tout ensemble arrête enfin de décrocher le téléphone, ce n'était que le début. Les appels n'ont pas ralenti après ce premier matin. Au contraire, ils sont venus par vagues. J'ai laissé la plupart d'entre eux aller à la messagerie vocale. L'ancienne moi aurait décroché à la première sonnerie, réorganisant déjà mentalement mon budget. La nouvelle moi regardait leur nom sur l'écran, sentait la pointe d'anxiété et posait le téléphone face contre table. Je lisais quand même les textos. La curiosité est tenace. Maman oscillait entre la culpabilité et la colère. Une minute, c'était « Je ne peux pas croire que tu ferais ça à ta propre famille ». Et la suivante, c'était « Je suis désolé. Je suis juste dépassé. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. » Les messages de Théo étaient un mélange de plainte et d'arrogance. Tu as vraiment coupé le Wi-Fi. Sérieusement, tu as ruiné ma diffusion. Suivi de, au moins, répare les comptes pour qu'on puisse réduire les forfaits. J'ai bu mon café, je me suis connecté au travail et j'ai laissé leurs urgences rester les leurs. Mes journées à Vincennes étaient ennuyeuses de la meilleure façon possible. Je me levais, préparais mon petit déjeuner en silence,
je travaillais sur mes tâches de design d'expérience utilisateur, je faisais une promenade quand j'avais besoin d'air, je cuisinais des dîners simples et j'allais me coucher sans que personne ne me demande mon numéro de carte à 23h30. Quelques jours plus tard, maman a laissé un message vocal qui sonnait différemment. Sa voix était faible, pas tranchante. « Léa, je sais que tu es en colère », a-t-elle dit. « Je sais que tu penses qu'on n'apprécie pas tout ce que tu as fait. Peut-être que tu as raison. Mais la compagnie de gaz menace de couper et je n'avais pas réalisé à quel point tout était à ton nom. On est en retard. Je ne sais pas quoi faire. Il commence à faire froid. S'il te plaît. » J'ai senti cette traction familière dans ma poitrine, mais je n'ai pas rappelé tout de suite. Pour la première fois, je les ai laissés s'asseoir avec leur désordre. Le temps a répondu pour elle avant moi. La température a chuté brutalement. Quelques nuits plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé et quelque chose en moi a dit « décroche ». J'ai répondu à la 3e sonnerie. La voix de maman est sortie rapidement, presque frénétique. « Le chauffage est en panne », a-t-elle dit. La chaudière a cessé de fonctionner. Il gèle ici. Le réparateur dit que ça coûtera au moins 350 € juste pour la faire redémarrer. On n'a rien. On est à découvert. On ne peut pas se le permettre. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. L'ancienne moi aurait déjà été sur mon application bancaire, en train de taper mon mot de passe. J'ai pris une grande inspiration à la place. As-tu appelé la compagnie de gaz pour mettre en place un plan de paiement, ai-je demandé. Elle a hésité. Non, tu t'occupes toujours de ces choses. Exactement. J'ai regardé le mur. Maman, je ne retourne pas vivre là-bas, ai-je dit. Je ne t'ai pas demandé de revenir, a-t-elle répliqué sèchement. Puis sa voix s'est brisée. Je te demande de l'aide. On a froid. Tu veux qu'il m'arrive quelque chose? Théo a crié en arrière-plan. Allez, Léa. C'est sérieux. Il ne s'agit pas du Wi-Fi. Maman a froid. Tu t'en fiches vraiment? Le voilà. L'hameçon de la culpabilité qu'ils utilisaient toujours. Celui qui avait fonctionné à chaque fois auparavant. Je l'ai entendu, je l'ai reconnu, et pourtant je n'ai pas mordu de la même manière. J'aiderai une fois, ai-je dit. Mais pas comme vous le pensez. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé maman. Ça veut dire que je ne vais pas juste donner ma carte et disparaître à nouveau, ai-je dit. Si j'interviens, il y a des conditions, des vraies. Vous pouvez dire non, mais si vous dites oui, vous vous y tenez. Théo a ricané. Des conditions? C'est notre chauffage, pas un accord commercial. Je l'ai ignoré. Premièrement, ai-je dit, je paierai pour la réparation de la chaudière cette fois pour que vous ne geliez pas pendant qu'on règle ça. Après ça, je suis complètement retiré de vos factures. Deuxièmement, on s'assoit en personne et on passe en revue chaque euro que vous gagnez et dépensez. On fait un budget qui ne m'inclut pas comme une ligne budgétaire secrète. Troisièmement, Théo trouve un vrai travail, de vrais salaires. Au moins 250 € par mois de ce montant iront à la maison. Et quatrièmement, vous arrêtez tous les deux de me traiter comme un support technique et un plan de sauvetage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez des conseils, demandez. Mais je ne suis plus votre solution automatique. Maman est restée silencieuse un long moment. Alors tu nous demandes en gros de vivre sans toi, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je dit. Je vous demande de vivre comme si j'étais votre fille, pas votre banque. Vous pouvez dire non, mais si vous le faites, vous vous débrouillerez pour le chauffage sans moi. D'autres disputes étouffaient de leur côté. Quand elle est revenue, elle avait l'air fatiguée. D'accord, a-t-elle dit. S'il te plaît, fais juste réparer le chauffage. J'ai appelé moi-même l'entreprise de réparation, j'ai payé la compte avec ma carte et j'ai fixé le rendez-vous. Ça faisait encore mal de voir l'argent quitter mon compte, mais au moins cette fois, cela faisait partie d'une véritable limite, pas d'un autre sacrifice invisible. Le lendemain soir, je suis retourné à la maison pour la première fois depuis mon départ. L'air était plus chaud, mais l'ambiance était plus glaciale que le vent de novembre. Maman était assise à la table de la cuisine avec une pile de factures non ouvertes. Théo planait près du comptoir, les bras croisés, comme s'il était prêt à s'enfuir.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché une feuille de calcul vierge. D'accord, ai-je dit. Les revenus d'abord. Maman s'est hérissée comme si je venais de lui demander son numéro de sécurité sociale, mais elle a commencé à parler. Heure, taux horaires, pourboire moyen. J'ai tout tapé. Puis nous avons listé les factures réelles. Crédit immobilier, charges, téléphone, internet, paiement minimum, abonnement. Chaque fois que nous tombions sur quelque chose qui était à mon nom, je le signalais. Anciennement moi, plus maintenant. Quand ce fut le tour de Théo, il a haussé les épaules. Je n'ai pas vraiment de revenus, a-t-il dit. J'essaie juste de faire grandir ma chaîne. Ce n'est pas un revenu, ai-je dit. C'est un passe-temps pour le moment. Voici ce que vous dépensez. Voici ce qui rentre. Les mathématiques ne se soucient pas de ta chaîne. Si les sorties sont plus grandes que les entrées, quelque chose doit changer. Soit tu gagnes plus, soit des choses disparaissent. Maman a regardé entre les colonnes et j'ai pu voir que ça faisait son chemin d'une manière qui n'était jamais arrivée quand je couvrais tout. Je peux prendre un service de plus, a-t-elle murmuré. Peut-être travailler les week-ends. Elle s'est tournée vers Théo. Tu peux au moins trouver un travail à temps partiel. Tu es sur ton téléphone toute la journée de toute façon. Va vendre quelque chose. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Je pense que le souvenir d'avoir grelotté dans sa propre maison a fait plus que n'importe quel sermon que j'aurais pu lui faire. Je leur ai envoyé la feuille de calcul par courriel et j'ai fermé mon ordinateur portable. Le chauffage est réglé, ai-je dit. C'est à vous de jouer maintenant. Les yeux de maman brillaient. Alors, tu en as vraiment fini, a-t-elle dit. Tu t'en vas, tout simplement. J'ai secoué la tête. Je ne m'éloigne pas de vous, ai-je dit. Je m'éloigne de mon rôle de filet de sécurité. Je viendrai encore pour le dîner. Je répondrai au téléphone quand je pourrai, mais je ne reviendrai pas à la situation d'avant. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil au réfrigérateur. Le papier avec ma liste de ce que j'avais payé était toujours là, les bords cornés, mais personne ne l'avait enlevé. Il devait le regarder chaque fois qu'il prenait du lait. Cela ressemblait à une sorte de progrès en soi. Quand je suis sorti et que j'ai fermé la porte derrière moi, la maison derrière moi m'a finalement semblé être ce qu'elle était. Leur maison, leurs responsabilités, leurs problèmes à résoudre. Pour la première fois, je suis parti en sachant que si tout s'effondrait là-dedans, ce ne serait pas automatiquement mon travail de tout reconstruire. 6 mois plus tard, ma vie et cette maison ne ressemblaient en rien à ce qu'elles étaient la nuit où ma mère m'a expulsé de mon bureau. À Vincennes, mon studio me semblait enfin être mon chez-moi. J'ai acheté un tapis bon marché, accroché quelques impressions que j'avais conçues moi-même et installé mon bureau juste à côté de la fenêtre pour pouvoir regarder la rue pendant que je travaillais. Mes journées étaient toujours pleines d'échéances et de révisions, mais mon stress est passé de « ma famille va-t-elle imploser si je ne règle pas ça ?» Ah, comment puis-je rendre cette interface plus claire? Ce qui est le genre de stress pour lequel je suis réellement payé. J'ai décroché quelques clients plus importants, j'ai commencé à dire non à ceux qui me traitaient comme un distributeur automatique. Et au lieu d'utiliser chaque prime pour combler un nouveau trou à la maison, je m'achetais des choses qui n'avaient d'autre but que de rendre ma vie plus agréable. Un meilleur matelas, un abonnement à un cours de yoga, des écouteurs à réduction de bruit qui n'étaient que pour moi. Je voyais toujours ma famille, mais maintenant, c'était selon mes propres termes. La première fois que je suis retourné dîner après l'affaire du chauffage, la maison semblait étrange, comme si elle apprenait à se tenir sur de nouvelles jambes. Le thermostat était réglé plus bas que ce que maman aimait autrefois. Il y avait moins de contenants de plats à emporter, et la télévision était éteinte quand je suis entré. Maman avait des cernes sous les yeux, mais il y avait quelque chose de plus stable dans sa façon de bouger. À mi-repas, elle a fait glisser une enveloppe sur la table vers moi sans lever les yeux. Quand je l'ai ouverte, il y avait un chèque plié à l'intérieur de 100 €. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit quickly. Mais c'est le premier paiement pour ce que nous te devons. Ma gorge s'est serrée. Je n'avais pas besoin de récupérer l'argent. Pas vraiment. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que cette enveloppe représentait, de la reconnaissance. Quelques semaines plus tard, il y a eu une autre enveloppe, puis une autre. Pas tous les mois, pas à une date fixe, mais assez souvent pour que je croie qu'elle était sincère.
Théo n'est pas devenu un adulte modèle du jour au lendemain, mais il a trouvé un travail. L'idée du centre commercial a duré environ 3 semaines avant qu'il ne réalise que vendre des chaussures à des clients difficiles n'était pas le rêve. Il a fini dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, à charger et organiser des stocks. Au début, il détestait ça. Puis la première fois qu'il est arrivé à dîner en chemise de travail avec son nom dessus et qu'il a dit, assez doucement, « J'ai été promu chef d'équipe », j'ai vu une lueur de fierté que je n'avais jamais vue quand il criait dans une webcam à propos de basket. Un soir, alors que maman était allée chercher le dessert dans la cuisine, il s'est raclé la gorge et a dit, « Je t'ai fait un Lydia de 50 € pour le cours, celui de TikTok. Je sais que ce n'est pas encore le montant total, mais je vais te rembourser pour tout. » J'ai simplement hoché la tête et dit, « Merci. » Et nous savions tous les deux que j'entendais plus que les mots. Il avait cessé de chercher des miracles et avait commencé à se présenter à ses quarts de travail. C'était le vrai remboursement. Le plus grand changement, cependant, a été la façon dont il traitait mon temps. Les appels de minuit sur les routeurs et les mots de passe ont cessé. Si maman appelait maintenant et que je ne répondais pas tout de suite, elle laissait un message vocal normal et attendait. Si Théo envoyait un texto avec un « Et, je peux te demander ton avis sur quelque chose ?» C'était littéralement un avis, pas une urgence déguisée en question. Nous nous disputions encore parfois. Les vieilles habitudes ne s'évaporent pas simplement parce qu'on met son nom sur un bail. Mais il y avait une ligne maintenant, et tout le monde savait qu'elle était réelle. J'étais leur fille, leur sœur, pas leur plan de sauvetage intégré. Les gens aiment dire que la vengeance consiste à faire souffrir l'autre personne. Mais assise dans mon petit studio, regardant la lumière du soleil sur mon bureau, j'ai réalisé que ma version était différente. Ma vengeance était de vivre une vie qu'ils ne contrôlaient plus, les forçant à grandir en sortant du rôle qui les maintenait petits. Ma mère a appris à gérer un budget sans supposer que son aîné comblerait silencieusement chaque manque. Mon frère a appris ce que c'est que de gagner son propre argent au lieu de dépenser le mien. Et j'ai appris qu'aimer sa famille ne signifie pas s'immoler par le feu pour les garder au chaud. Si une partie de tout cela vous semble familière, si vous êtes celui ou celle que tout le monde appelle en premier et remercie en dernier, posez-vous une question que j'ai évitée pendant des années. Que arriverait-il vraiment si vous arrêtiez de tout réparer? Pas dans un acte de disparition dramatique, pas pour punir qui que ce soit, mais comme un choix de vous choisir enfin vous-même. Vous pourriez être surpris de voir qui c'est